Je m'appelle Jennifer Zellmer et je suis la PDG de Excellence en Santé Canada. Bienvenue à ce webinaire. Nous vous offrons différentes options. Vous pouvez choisir aussi en quelle langue visualiser les diapositives. Si vous utilisez une nouvelle version du Zoom, il va falloir mener votre souris en haut de l'écran et là, vous allez pouvoir choisir l'option de langue que vous souhaitez. Et puisque nous commençons, je voudrais reconnaître que nous retrouvons à ce moment dans un territoire qui a été habité par des peuples autochtones depuis toujours. En particulier, je viens de Ottawa, qui est le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine. Je suis tellement heureuse de pouvoir travailler et vivre dans une zone que je connais de plus en plus. Et plus je connais cet endroit, je reconnais que c'est un endroit où il y a toujours eu des échanges et les personnes se retrouvent pour échanger leurs connaissances et leur apprentissage. Je vous invite à vous présenter dans le chat en indiquant d'où vous venez. Et si vous n'êtes pas sûr d'où vous vous trouvez aujourd'hui, nous avons mis dans le clavardage un lien où vous pouvez apprendre davantage sur le territoire d'où vous êtes connecté aujourd'hui. Un rappel, si vous avez des difficultés techniques et il y a une assistance technique disponible, vous pouvez donc contacter nos producteurs en utilisant la fonction chat. Et aujourd'hui, nous souhaitons reconnaître que parler des préjudices n'est pas toujours facile ni confortable. Et donc, nous vous encourageons à prendre soin de vous aujourd'hui. Et nous allons publier des liens vers des ressources de santé mentale au cas où vous auriez besoin de soutien pendant et après le webinaire. Et maintenant, puisque nous commençons, je voudrais vous rappeler que nous avons le luxe d'avoir des centaines de personnes qui se joignent à nous des deux côtes. Et donc, si vous n'êtes pas en train d'intervenir, nous vous prions de garder votre micro en sourdine afin que tout le monde puisse participer de manière positive. C'est formidable de vous voir tous aujourd'hui et je merci de vous joindre à nous. Alors, nous allons commencer et lancer la Semaine nationale de la sécurité des patients, qui est une opportunité une fois par an à, disons, nous inspirer sur le travail qui existe et pour réfléchir d'où nous venons depuis l'année dernière et aussi pouvoir regarder vers l'avenir et penser aux engagements que nous pouvons prendre afin d'améliorer la sécurité des patients. Nous vous donnons donc la bienvenue. Il y a d'autres activités de la CCSP sur les réseaux sociaux. Visitez donc notre site web. Vous pouvez donc avoir accès à nos articles et pensez à vos activités. Quelles activités seraient utiles dans votre contexte et joignez-vous à nous dans notre série de webinaires. Utilisez vos cartes d'activité pour parler avec vos communautés sur le préjudice et les opportunités d'avoir un soin plus sûr et accéder à des ressources supplémentaires. Nous avons les essentiels de la sécurité des patients et le guide de discussion Repenser la sécurité des patients, ainsi que d'autres ressources gratuites afin de vous motiver et d'inspirer le travail en sécurité des patients. Et maintenant, nous allons nous concentrer sur notre conversation d'aujourd'hui. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont des objectifs, vous allez voir sur l'écran. Nous espérons que le webinaire va nous permettre d'ouvrir une conversation entre nos panélistes et toutes les personnes sur cette conversation. Alors, afin de continuer tout au long de ce webinaire, nous nous concentrons sur le thème cette année, c'est afin de réellement penser à la portée des préjudices et les différents types de préjudices que nous pouvons vivre pour comprendre et reconnaître les différents impacts que les préjudices sur les individus et les membres de famille et pour élargir les perspectives sur la sécurité en reconnaissant que ce qui nous amène ici peut-être nous mènera pas là-bas et donc
Notre reconnaissance des liens ont été élevés depuis longtemps. Des études ici nous disent que les niveaux n'ont pas baissé. Donc, si nous souhaitons diminuer cela, il nous faut penser différemment sur la sécurité des patients. Et nous espérons passer de là à inspirer l'action et l'apprentissage également. Alors, avec ces importants objectifs pour une heure, nous souhaitons commencer et cette année de la SPCS 2024. Il s'agit réellement d'élargir notre compréhension des préjudices et de penser à ce qui nous fait sentir en sécurité et quelles sont les manières dont nous pouvons comprendre et réfléchir à cela et aux opportunités d'améliorer. En fait, l'œuvre d'art que vous voyez sur l'écran capture parfaitement le thème de cette semaine. Elle représente réellement l'essence de la campagne de cette année, c'est-à-dire de travailler tous ensemble, quel que soit notre rôle dans le système de santé. C'est réellement de poser les questions importantes sur ce qui compte pour vous et réellement écouter pour comprendre la sécurité et les préjudices liés aux soins de santé d'une autre perspective. C'est ce que nous espérons donc que la Semaine nationale de la sécurité des patients puisse se présenter. Et nous avons donc réuni des ressources afin de pouvoir réunir les études autour du monde et ce que nous avons connu, ainsi que les opportunités d'avoir des connexions plus vastes. L'infographie réellement nous présente, vous allez voir un lien sur le clavardage, mais l'infographie que nous avons préparée résume cette information et reflète le fait que notre système de santé est incroyablement complexe et que la plupart du temps, heureusement, ce système est sûr. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et si nous souhaitons être en mesure de promettre à ceux qui ont accès aux soins et ceux qui fournissent les soins, il s'agit de penser non seulement aux préjudices physiques, même si cela reste très important, mais aussi penser aux préjudices psychologiques, sociaux et aux blessures spirituelles qui peuvent également avoir lieu et reconnaître que les préjudices dans les soins de santé peuvent absolument être vécus par les patients, ainsi que le fait que nos partenaires de haut niveau, le personnel clinique et non et pas clinique, ainsi que les communautés également. Et si nous souhaitons donc affronter ces défis, eh bien, les personnes qui ont vécu ces préjudices sont ceux qui doivent être écoutés. Ce sont eux qui sont au meilleur endroit pour décrire les impacts que cela a eu sur leur vie. Et à la fin, voilà, donc c'est le thème réel de notre rencontre aujourd'hui. C'est vraiment avoir une autre perspective des préjudices liés aux soins de santé et de réfléchir à ces réflexions sur la santé et quelles sont les opportunités. Et donc maintenant, je souhaite inviter les panélistes. Nous avons la chance d'avoir trois membres de nos panels très intéressants et je vais inviter chacun à se présenter et quelles sont les perspectives qu'ils ramènent à cette conversation. Donc, Samaria, tu es à gauche de mon écran. Je te vois toute prête. Est-ce que tu souhaites prendre la parole? Merci. Bienvenue dans les langues du traité 7. Je m'appelle Samaria Nancy Cardinal. Je suis master en travail social en pratique clinique. Je suis une spécialiste autochtone et une assistante sociale agréée et je suis défenseuse des soins de santé et je vais parler de la perspective des patients. Merci. Merci. Terry. Bonjour à tous, je m'appelle Terry Wild, j'habite dans Itsouk, près de Victoria, BC, dans les terres de la nation Algonquine et Assaouguine. Et je construis des maisons. Je me spécialise dans les constructions sûres. J'adore marcher dans la plage avec mon chien. Et mon dernier hobby, c'est la danse swing. Je viens de l'expérience de quelqu'un qui était un patient et un fournisseur de soins, qui a vécu des lacunes, des écarts dans la sécurité. C'est ce que j'amène aujourd'hui à la conversation. Merci Thierry. Maintenant, Ben, à vous. Vous pouvez vous présenter. Je pense qu'une
Tu as aussi une perspective assez créative. Merci beaucoup, Jennifer, de ta reconnaissance des terres. J'habite dans un territoire de traité 6. Je suis un professeur associé de médecine et aussi un médecin praticien. Je travaille dans la recherche dont l'axe est d'améliorer les soins pour les populations vulnérables, surtout quand ils rentrent dans le système des soins par les hôpitaux. Et une des manières dont j'ai appris à travailler avec cela, c'est que je travaille avec la poésie et c'était une chose que je voulais faire aujourd'hui. C'était partager un poème que j'avais écrit il y a plusieurs années quand je me sentais réellement triste sur un cas en particulier. Et c'est donc l'histoire de ce patient qui m'a inspirée. Cher patient, je suis un médecin compatissant et compétent. C'est mon travail. Je vous aiderai à choisir le bon médicament ou je peux te tenir la main quand tu sanglotes. Mon but ultime est de faire en sorte que tu te sentes mieux. J'ai passé des années à étudier le sujet. Parfois, je reste éveillée tard pour t'étudier toi en essayant de trouver la bonne chose à faire. Malgré tous ces efforts et malgré mes meilleures intentions, je ne suis pas à la hauteur et je ne peux pas t'aider dans tes tribulations. Il m'arrive d'hésiter et de faire des erreurs. C'est difficile à croire avec des enjeux aussi importants. J'aimerais être parfait et ne pas ressentir cela. Ta vie était entre mes mains aujourd'hui. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et faire les choses différemment parce qu'à la place, tu pourrais me regarder avec bonheur. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. C'est arrivé si vite et je ne peux pas changer le passé. Ce n'est pas juste que cela t'arrive. J'aurais dû veiller sur toi. Comment pouvons-nous passer de cette stratégie? Est-ce que c'est la fin pour moi? Tu dis que c'est absurde. Tu me dis de me concentrer. Tu me pousses à pratiquer. Tu es si courageux. Je dois trouver le patient, le problème. Je dois analyser les étapes. Il y a un espoir d'éviter ce gâchis la prochaine fois. Ton soutien est important. Il me rattrape quand je tombe et nourrit mon esprit brisé et me maintient debout. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, j'en parlerai au comité de qualité. J'ai besoin de savoir que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour éviter que cela ne se reproduise. Nous pouvons aider à prévenir les erreurs et lorsqu'elles se produisent encore, il en faut en parler et élaborer un plan pour y répondre. Je t'écris pour te remercier de m'avoir aidé à voir que mon erreur ne me définit pas. Ton courage sera ma source d'inspiration, être un médecin compatissant et compétent. Merci beaucoup, Ben. Au nom de tous ceux qui écrivent dans le clavardage et qui apprécient le poème que tu as écrit, tes sentiments et ton cœur, en fait. Et nous espérons pouvoir avoir une conversation aujourd'hui, oui, entre les membres de notre panel, mais entre tous les personnes présentes aujourd'hui. Donc, nous allons commencer avec quelques questions pour le panel, mais au fur et à mesure que des questions surgissent ou des commentaires, n'hésitez pas à les écrire dans la boîte de clavardage. J'essaierai de les amener dans notre conversation avec nos panélistes. Et nous allons commencer la conversation d'aujourd'hui avec notre panel. Je vais donc vous demander de penser à ce que signifient les préjudices en matière de soins de santé. Et après, je reviendrai parce que ne vous inquiétez pas, je voudrais commencer avec vous. Qu'est-ce que cela signifie pour vous que les préjudices en soins de santé? Eh bien, pour moi, c'est un problème immense. Je suis autochtone hein, et plus de préjudice arrive aux personnes autochtones au Canada. Pour moi, cela m'a coûté 15 années de ma vie, ça m'a tout volé et j'ai dû lutter pour revenir au niveau où j'étais en tant que personne. Et Dieu merci, j'avais la force de le faire. Mais cela a sans doute changé ma vie
parce que ce qui s'est passé m'a inspiré à revenir à l'école et à devenir spécialisée en thérapie pour les personnes autochtones. Et maintenant, je suis une professionnelle des soins de santé afin de fournir une thérapie afin que les personnes ne soient pas préjudiciées. Et cela donc a créé quelque chose pour moi et je lutte pour le changement. Je sais ce qui peut se passer et nous avons beaucoup de personnes qui travaillent dans notre système et qui, comme moi, veulent créer une merveilleuse expérience pour les personnes qui cherchent des soins. Et je pense que tant que nous restons ensemble et que nous restons motivés, nous allons pouvoir le faire. Merci pour ces réflexions. Et il faut qu'on pense ensemble que parce que cela va prendre un effort collectif. Thierry, est-ce que tu voudrais participer? Oui, alors moi, je voudrais seulement rappeler aux personnes je sais qu'il y a des personnes ici qui ont subi des préjudices, mais ici, nous parlons des personnes qui s'occupent d'eux-mêmes. Et je sais, enfin, quand je pense aux préjudices en soins de santé, je pense à l'expérience de ma femme Lily, qui était une artiste et qui gagnait sa vie en étant poète. Et c'était une mère. Elle était active, elle donnait à sa communauté beaucoup d'émerveillement et elle était défenseuse des personnes qui souffraient des maladies. Elle a subi des années de soins de santé et beaucoup de mauvaises expériences de préjudice qui ont mené à sa mort, car elle était patiente d'une maladie rare. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de retard de diagnostic, de faux diagnostics et de préjudices. Ces médecins lui ont dit, alors, nous ne croyons pas à ce diagnostic, nous ne te croyons pas, alors qu'elle vivait avec des conditions reconnues de par diagnostic. Son expérience n'était pas seulement physique, mais psychologique. Elle a eu beaucoup de moments graves de sa maladie et si elle se sentait sûre, si elle se sentait peut-être plus sûre chez elle que l'hôpital. Donc, Lily et beaucoup de patients chroniquement malades que je connais ont vraiment des défis pour obtenir un bon diagnostic. La plupart des symptômes sont souvent ignorés parce que ils sont blâmés sur des conditions précédentes. Les personnes, comme je l'ai dit, paient un prix élevé pour les erreurs du système de santé. Merci. Merci d'avoir partagé ces expériences, Thierry, et merci de ce rappel que parfois les conversations peuvent être très difficiles et qu'il est important que toutes les personnes se soignent. Et il faut se rappeler que nous avons des ressources qui peuvent nous aider. Ben, tu as une perspective un peu différente aujourd'hui avec une compréhension profonde des préjudices en soins de santé. Merci à mes copanélistes du partage. Je voudrais dire que moi, je viens de l'angle du fait que je traite beaucoup de populations vulnérables, des patients qui n'ont pas eu l'accès aux mêmes choses, y compris les soutiens. Et reconnaître les traumatismes des patients, eh bien, c'est essentiel. Autrement, les hypothèses que nous assumons, c'est que les patients se sentent sûrs dans les hôpitaux. Nous ne pouvons pas faire de suppositions. Il faut commencer à un autre niveau. Et donc, une partie importante des objectifs de nos groupes de recherche, c'est de comprendre où nous en sommes et de comprendre comment construire la confiance pour avoir des expériences positives et éviter la discrimination et donc, en tant que cardiologue, je m'intéresse particulièrement aux infections cardiologiques qui ont un impact disproportionné sur les personnes qui sont sans foyer et sont utilisateurs de drogue. Et donc, nous avons des résultats mais
très lamentable. J'apprécie énormément que tu partages cela avec nous, Ben. Effectivement, pas tout le monde a les mêmes expériences des risques et cette écoute profonde et attentive, cette présence qui est peut-être tellement importante dans la sécurité des patients. Et je me demande, Thierry, si nous pouvons revenir sur ce fait, sur l'importance d'être écouté et compris, et ce que cela est de ta perspective, de ton point de vue. Eh bien, j'allais en parler plus tard, mais pour moi, eh bien, être écouté en tant que patient, c'est vraiment clé. Si tout le monde était vraiment écouté, que ce s'agisse du personnel, des patients, des médecins, eh bien, c'est vraiment clé, je pense. Oui, alors je voudrais rester sur cela quelques minutes parce que j'ai vu Samaria hocher la tête lorsque Ben parlait. Souhaites-tu ajouter quelque chose? Oui. Alors, quant à moi, je n'ai pas été enfin, lorsque les choses me sont arrivées, eh bien, j'étais à l'université et j'avais un enfant et j'avais un syndrome postpartum. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ne m'ont pas, ils m'ont donné un mauvais diagnostic. Ils m'ont diagnostiqué avec le trouble bipolaire et j'ai dû prendre 15 types de médicaments différents qui m'ont ôté l'habilité de conduire. Je ne pouvais pas être mère. Je ne faisais que saliver. J'ai perdu toute ma capacité et aucune de ces drogues ne fonctionnait. Et pourtant, ils continuaient à m'en donner d'autres. Ils ne m'écoutaient pas. Et à un moment donné, j'aurais même dit, je ne me souviens plus de rien. Et alors, ils m'ont donné un test de Alzheimer. Et lorsqu'il est revenu, on m'a dit que j'avais menti sur mon test. Et j'étais tellement fâchée. J'ai dit, mais j'ai jamais menti sur ce test. Ils ne me croyaient pas. Ils ne m'ont pas écouté. Je demandais de l'aide. Je suppliais de l'aide. Et ils ne me l'ont jamais donné. Et j'ai fini à être sans foyer, vivre dans la rue à cause de cela. Voilà ce qui se passe lorsque vous n'écoutez pas les patients et vous leur dites qu'ils mentent. Vous savez quoi? Écoutez les patients. C'est réellement important. Ils doivent être entendus. Merci de partager ça, Samaria, et, euh, et de garder vraiment le pouvoir de l'écoute en toi. Et en tant que patient, chacun d'entre vous sont les experts et ce que nous sommes lors de notre expérience, de notre vécu. Ben, je me demande si je peux me tourner vers toi et te demander ta perspective. Tu as dit qu'il y avait eu certains défis, tu as parlé de l'importance de l'écoute. Comment pouvons-nous faire cela mieux en tant que système? Alors, une réponse courte, c'est que le système n'est pas très bien équipé pour fournir ce service. Et je pense que cela se doit à plusieurs facteurs, mais surtout après la pandémie, les patients présentent davantage de traumatismes. Donc, certaines des inefficacités qui existaient sont encore pires. Et une chose que nous avons fait, parce que nous reconnaissons que certains patients ont besoin davantage de temps, davantage de soutien, c'est une image classique où tout le monde prend des pas et pour essayer de passer. Et certaines personnes n'arrivent pas à le faire et donc nous essayons de euh, voir, enfin cela prend du temps et donc lorsque nous acceptons un patient, nous commençons par voir qui ils sont et d'où cela vient et
les problèmes dont nous venons avant même de parler d'une condition médicale. C'est à peu près ce que Samaria nous disait. Et ce dont elle avait besoin à ce moment-là, eh bien, c'était vraiment une évaluation holistique de ce qui lui arrivait. Un pharmaciste devait réviser ses médicaments et comprendre comment cela avait un impact sur elle. Et donc, nous avons besoin d'un travailleur social qui ait accès à- au soutien des communautés pour que ils ne doivent pas revenir dans les hôpitaux. Et donc, il y a cette tendance, de donner davantage de médicaments, alors que la médecine moderne est vraiment, vraiment des préjudices sur cela. Mais plus je pratique, plus je comprends qu'il faut tout simplement comprendre l'impact de cela sur la vie des patients. Alors, je pense qu'il nous faut réellement nous concentrer davantage sur la déterminante sociale si nous voulons récupérer ce système. Et comment est-ce que nous considérons l'équité? Thierry, tu as levé la main. À toi, à toi de répondre. Alors, je voulais juste continuer sur ce que Ben a dit concernant l'équité. Dans l'exemple des personnes enfin, s'il y a des personnes qui n'arrivent pas à voir vraiment ce qu'il y a au-delà, c'est vraiment l'amélioration d'un processus. Euh, et nous faisons des améliorations de qualité, mais il faut penser à éliminer les obstacles qui ne permettent pas aux gens de voir plus loin. Oui, j'aime beaucoup cette analogie, Thierry. Il faut penser au-delà des limites, il faut penser différemment et alors nous pouvons réellement comprendre. Samaria, je te vois hocher la tête. Je voudrais aussi vous lire certains commentaires qui se trouvent dans le clavardage. Alors, lorsque nous pensons différemment, nous pensons à des communautés et pas seulement à des individus. Alors, quelle est la combinaison de choses auxquelles il faut réfléchir? Eh bien, je pense qu'il est très important qu'une personne va avoir une idée, mais lorsque nous sommes avec une communauté et tout le monde peut ajouter des idées, et alors nous pouvons penser à ce qui est mieux pour la communauté, et alors davantage d'idées sont générées, et cela crée davantage d'informations. Et donc, je pense qu'il est très important, que cela est très important, et c'est quelque chose qui me choque beaucoup avec les sociétés occidentales et lorsque nous travaillons ensemble en tant que communauté et que nous sortons de ce moi, 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 alors nous pouvons tous travailler ensemble, nous pouvons avoir des expériences interdisciplinaires entre les professionnels et nous pouvons créer un meilleur système au lieu de ce moi, moi, moi. Alors, en pensant sur cela, Ben, je vais te rendre la parole et poursuivre l'analogie de Terry. Alors, comment ça se passe quand on enlève les obstacles? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont certaines des choses que tu as vues qui peuvent nous aider à nous centrer sur l'équité? Eh bien, voilà une question bien difficile. Parce que, bien entendu, que nous aimerions éliminer les barrières, les obstacles. Mais évidemment, si je ne veux pas parler que de moi, mais ma vie quotidienne, c'est de parler avec ces patients et d'essayer d'éliminer les obstacles. Mais ce que nous avons identifié avec les patients vulnérables quand ils rentrent à l'hôpital, c'est l'histoire. C'est tellement fondamental en fait, parce que les histoires se répètent, on assume des choses sur les patients. Ah, tu t'es injecté des drogues, et bien sans doute ton infection cardiaque est liée à cela, et on va l'écrire sur ton dossier. Même des patients qui ont été en sobriété depuis des années, donc ça n'a rien à voir. Et donc l'une des choses que nous avons fait pour éliminer ces barrières, c'est que nous ne faisons pas confiance à l'histoire médicale avant que notre travailleuse sociale puisse s'inquiéter et faire des recherches afin d'être sûr que nous ne nous manque pas d'informations. Et de cette manière, les personnes, eh bien, nous avons éliminé les barrières de,
des assumptions qui ont été faites. Et donc, une personne qui a peut-être davantage de privilèges ou qui avait une bonne histoire, eh bien, nous ramenons tout au même niveau dès le point de départ. J'espère que c'était un bon exemple. Merci Ben. Je pense que tu viens de passer la parole à Samaria en tant que travailleuse sociale. Il est très important que nous voyons eh bien, le fait que l'individu vient chercher de l'aide. Et moi, ils m'ont donc diagnostiqué bipolaire et plusieurs années plus tard, je suis allée dans une salle d'urgence et j'avais quelques problèmes de poitrine, des douleurs dans le cœur. Et la toute première fois que le, le docteur a dit directement, en regardant mon dossier, est-ce que vous avez pris vos médicaments? Eh bien non, je n'avais pas pris. Ce aurait dû disparaître de mon dossier et je ne prenais plus ces médicaments depuis des années. Donc, dans ces cas-là, c'était vraiment hum, mauvais. Il me donnait une étiquette directement sans même regarder ma poitrine, sans même regarder ou m'ausculter. Donc, lorsque parfois on se retrouve dans les salles d'urgence, parfois il y a des personnes qui ont énormément de douleurs et pour autant, on a l'impression qu'ils viennent par exemple chercher des drogues, etc. Et, et parfois ils sont comme ça, en pleine douleur pendant très longtemps. Ce sont des personnes humaines, des êtres humains. Donc laissez vos préjudices à la porte. Merci d'avoir mis ça en exergue et pour, euh, pour remettre cela en contexte en fonction de la personne qui elle est, en fonction de son contexte, de là où elle en est. Il y a une question qui est dans le clavardage par rapport au rôle de la technologie pour l'amélioration de la sécurité. Est-ce qu'il y a des opportunités? C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de ce genre de questions. On n'avait pas préparé cela à l'avance, donc on va peut-être voir ce que ce qu'on peut trouver par rapport à ça. Donc Ben, allez-y et ensuite on continuera. Oui, merci. Eh bien, par rapport au partage d'informations, certains centres le font mieux que d'autres, mais pour moi, par rapport à mes patients que je suis, et si il y a personne ne peut avoir accès à mes notes de clinique. Donc, si nous avions un système d'information centralisé, où, par exemple, quelque chose qui disait c'est le patient de Ben, il doit avoir certaines notes, il la suit depuis 10 ans, moi, je pense que cela pourrait vraiment aider, pouvoir avoir vraiment accès à, à, ce serait vraiment utile pour faire cela. Et c'est vrai que cela, à la fois, ça a l'air très facile, mais à la fois, tous les différents systèmes d'information sont assez séparés, assez disparates. Et donc, il est un peu difficile de tout rassembler en un système, mais je pense que ce serait vraiment utile. Samaria, Terry, est-ce que vous voulez vous exprimer? Oui, bien sûr, je peux dire quelque chose sur ça. Par rapport à l'informatique, par rapport aux données, il y a un grand défi par rapport à cela. On sait que les rapports des patients ne sont pas disponibles, parfois au sein du même système. Et ils passent tellement de temps à écrire des notes ou bien des informations qui sont déjà dans mes rapports à moi, mais ils ne peuvent pas avoir accès à cela. Récemment, un ami à moi, il avait un diagnostic retardé et en fait, c'était parce que l'information a tardé à arriver chez le spécialiste. Et maintenant, il a son diagnostic de cancer à l'étape 3 ou 4 par rapport à l'étape 1. Donc ça, c'est un gros problème, hein. Ça, c'est un problème technologique. Si on parle de la technologie aussi, je pense que par exemple, l'IA va venir de toute manière.
Et donc, je pense que bien sûr, il pourrait y avoir quelques défis et bien sûr des erreurs, mais je pense que ce serait peut-être intéressant pour partager des informations, pour pouvoir casser ces silos et puis s'assurer aussi que les patients puissent avoir un diagnostic précoce et qu'ensuite ils devraient vérifier avec leur docteur. Mais voilà, en tout cas, ça arrive et il va bien falloir qu'on s'adapte. Merci, j'apprécie beaucoup cette réflexion parce que les changements sont là et il faut quand même être minutieux par rapport à la manière dont on l'introduit en fait. Bien sûr, la technologie peut être un vrai moteur pour améliorer les choses, mais c'est vrai qu'il faut dès le début améliorer cela. Oui, j'avais une main levée, mais seulement si ça m'a rien à dire. Juste un petit point par rapport à la technologie. Les patients passent dans le système et les informations doivent être partagées. Mais les suivis de patients pourraient ensuite être revenir, les informations pourraient revenir aussi aux différents physiciens. Et c'est aussi quelque chose qui ne fonctionne pas vraiment très bien. Oui, en fait, il y a un problème de partage d'informations ici qui, même au sein de nos systèmes traditionnels, ne fonctionne pas très bien. D'accord, on va peut-être un peu changer de sujet. Bien sûr, on va continuer la discussion. Je voudrais dire il y a des personnes qui disent, bon, bah voilà, qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Bien sûr, après les soins primaires, mais le suivi de soins, par exemple. Comment s'assurer que ça se passe de la bonne manière? Oui, c'est très important, car lorsqu'il y a un préjudice fait au patient, personnellement, moi, je sais comment je me sentais. J'étais tellement fâchée. Je ne savais pas à qui m'adresser. Un jour, j'avais donc un rapport, un dossier que j'ai failli envoyer à l'association médicale. À l'époque, je ne comprenais pas le système. Euh, on m'a dit que si jamais je faisais ça, je n'aurais plus jamais de soins d'un docteur. Et donc, j'étais terrifiée. Je ne comprenais absolument pas ce système. Et donc, je n'ai rien fait. Mais j'ai quand même trouvé la force de faire le plaidoyer en faveur des soins de santé de qualité. J'ai réussi à éduquer, informer les gens autour de moi par rapport à ce qui s'était passé. Et j'avais besoin de quelqu'un, j'avais besoin d'aide et j'avais personne. En fait, j'étais vraiment dehors en train de mendier presque pour dire, voilà, rien ne fonctionne, les médicaments ne fonctionnent pas, je pleure pour que vous m'aidiez. Mais personne ne m'écoutait. Ils m'ont donné un traitement avec des électrochocs que je n'avais pas demandé, qui a maintenant créé des problèmes de mémoire, même si j'ai trouvé certaines solutions, mais ils ont fait énormément d'autres choses. Mais finalement, ils m'ont jamais donné ce que je méritais, ce que je demandais. J'ai dû donc tout rechercher toute seule. Je suis retournée dans ma culture de naissance. Je me suis retrouvée spirituellement. Je suis allée chez plusieurs soignants et je suis retournée à l'école. Et je l'ai fait toute seule, sans professionnel. Parce que de toute façon, à ce moment-là, je ne leur faisais plus confiance. Donc, c'est quelque chose à considérer. Si vous faites cela à un individu, si j'entre dans un bureau et je les regarde toujours de travers, jusqu'à ce qu'ils me prouvent que je peux leur faire confiance. Parce que je ne suis plus maintenant cette jeune femme pleine de confiance. Mais savez-vous qu'il y a énormément de personnes autour qui ont encore la confiance? Moi, quand j'étais plus jeune, je ne pensais pas qu'ils pouvaient faire d'erreurs. Je pensais que c'était des dieux. Et la vie m'a appris que je m'étais trompée. Donc, bien sûr, maintenant, lorsque vous allez voir un médecin ou un professionnel de santé, il faut vraiment vous
vous défendre vous-même. Je suis devenue résistante aux antibiotiques. J'ai dû avoir une grosse opération une fois. Une partie de mon intestin a été retirée parce que j'avais été de nouveau diagnostiquée de manière mauvaise. Et donc, j'ai quand même continué mon master. J'ai dû me battre. J'ai dû tellement me battre. Et je l'ai fait parce que j'étais forte. Donc, il est vraiment très dur de réaliser tout ce qui se passe lorsque quelqu'un traverse cette épreuve. Et si on imagine toutes les personnes qui ont vécu quelque chose comme ça, cela me fait vraiment mal au cœur. Il y a des personnes qui ne sont pas assez fortes ou assez fortes pour combattre et ils deviennent des victimes. C'est vraiment horrible. Pour moi, c'est la chose la plus triste. C'est un chemin tellement complexe et pas facile, vraiment. Terry, Ben, voudriez-vous ajouter quelque chose sur comment ça se passe pour la continuité des soins? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut reconstruire cette confiance? Comment est-ce qu'on fait ça? Ah, Terry, vous êtes en train de parler. Enlevez votre sourdine. Oui, je voulais simplement reconnaître ce que Samaria a vécu. Si vous n'avez pas la confiance, vous n'avez pas de sécurité. Et c'était quelque chose de très important à dire. Le patient, le patient doit avoir confiance dans son professionnel de santé. Le professionnel de santé doit avoir confiance dans le système. On peut faire beaucoup pour la sécurité, pour la présence de la sécurité si nous travaillons sur la confiance en premier. Merci Terry. Ben? Je voulais simplement ajouter que tout d'abord, ça me brise le cœur d'entendre votre histoire. Je suis tellement triste que cela soit arrivé à vous. Mais donc, en tout premier lieu, le médecin doit reconnaître qu'il y a eu préjudice et je pense qu'il devrait y avoir un pardon, même s'il y a des problèmes, des problèmes, des effets secondaires. Moi, je pense que il faut si vous n'avez même pas forcément fait cela exprès, bien sûr, d'avoir fait ce préjudice, mais je pense qu'il est important de s'excuser, de créer un espace sûr pour le patient, pour qu'il puisse partager son expérience. Personnellement, c'est ça que je fais dans ma pratique. Est-ce que c'est facile à faire? Non, bien sûr. C'est toujours au cas par cas. Mais bien sûr, il faut aussi qu'on travaille à s'améliorer à cela en tant que profession. Merci Ben. Je trouve ça très pertinent. Il y a un point de départ et il y a un point continu, un travail continu. Et bien sûr, il y a une amélioration sur toute une durée. Ben, peut-être qu'on va pouvoir vous poser ça tout à l'heure, mais c'est par rapport aux barrières de la langue et comment cela peut affecter et impacter la sécurité des patients. Est-ce que vous avez vu cela dans votre clinique? Oui, bien sûr. Moi, personnellement, je suis bilingue, j'ai la chance d'être bilingue, je parle français et anglais, mais je sais que beaucoup de mes patients sont unilingues, monolingues, et souvent quand il y a la famille qui traduit, c'est vraiment critique. Et une chose qui a vraiment ouvert les yeux, c'est que euh, maintenant que nous avons une assistante sociale, elle vient souvent me voir pour me dire, vous savez que ce n'est pas sa langue natale, maternelle, l'anglais, hein, même si cette personne parle très bien anglais. Je pense que cela peut vraiment aider parce que la communication est tellement clé pour comprendre d'où vient le patient. Et s'il est,
Et si, quand les personnes sont malades, souvent on retourne à sa langue maternelle et donc c'est vraiment important. On peut aussi leur dire par exemple, voilà, je parle votre langue, ou bien demander simplement quelle serait votre langue préférée pour aujourd'hui et commencer par cela. Merci d'avoir partagé cela. Un bon ami m'a dit il y a longtemps, quand je suis malade, je ne suis pas bilingue, hein. Il y a Et même s'il y a plein de peut-être circonstances où vous vous sentiriez complètement à l'aise avec les deux langues, quand on est malade, parfois, ce n'est pas le cas. Si vous n'avez pas encore vu les dernières données par rapport à les dernières données des hôpitaux et la dernière analyse, eh bien, nous avons vu qu'il y avait plus de risques de préjudice pour si les personnes ne parlaient simplement que l'autre langue. Maria, voudriez-vous rajouter quelque chose? Non, merci pour l'instant, ça va. Mm. Donc, on voit ici autant d'actions dans le clavardage, c'est vraiment super. J'essaye de tout lire. J'espère que je n'ai pas loupé trop de choses. Mais une réflexion peut-être sur les choses qui peuvent causer préjudice ou pas forcément, ou les choses qui peuvent aussi vous faire sentir en sécurité. Donc, qu'est-ce qui vous fait vous sentir en sécurité, Terry? Vous aviez dit que vous alliez y revenir. Oui, je vais mentionner ça plus tard, mais je voudrais dire que pour moi, la sécurité des patients, ce n'est pas seulement l'absence de préjudice, mais c'est la présence, l'absence de préjudice, mais la présence de la sécurité et de la confiance. Parfois, on fait des erreurs et on doit résoudre ces erreurs. Et il faut y avoir une sécurité culturelle dans le système, dans son ensemble. Il faut prendre bien soin de nos patients. Et ce n'est pas seulement émotionnel, physique ou spirituel. Si nous n'avons pas d'environnement sécuritaire aussi pour le personnel de soins, nous ne pouvons pas avoir de sécurité pour les patients. Personnellement, en tant que personne proche aidante et patient, je voudrais dire il devrait y avoir quelques secondes dans une conversation. Souvent, on a l'impression que le patient n'a pas le temps de finir sa première phrase et qu'il est déjà interrompu par le médecin. Et en fait, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un mauvais diagnostic. Quelqu'un m'a dit, eh ben euh, voilà ce que vous avez. Il m'a donné un médicament, je suis partie. Et en fait, c'était un mauvais diagnostic. Donc, je suis allée voir ma pharmacie et voilà, j'ai dit, apparemment, il n'y avait pas d'inquiétude. Voilà, il faut simplement que je récupère cela, hein. Et donc, il est vraiment, encore une fois, très important d'écouter correctement. Et il est important d'avoir cet élément de sécurité. Il est donc important qui ne causait pas de préjudice. Et donc, il faut écouter, il faut comprendre comment est-ce qu'on peut aider les patients. Et je pense que j'ai personnellement ressenti le plus de confiance dans ces cas-là lorsqu'on m'écoutait. Tout le monde a également besoin d'être écouté, même le personnel de santé. Et dans une culture de sécurité, c'est comme ça que ça se passe. Oui, merci beaucoup, j'apprécie beaucoup ces réflexions, Terry. Samaria, est-ce que vous pourriez dire qu'est-ce que ça vous... Pour vous, c'est quoi la présence de la sécurité? Eh bien, pour moi, ça veut dire que je n'ai pas peur.
Je n'ai pas peur d'aller demander de l'aide si j'ai un problème médical. Je n'ai pas peur d'aller en urgence, même si je dois attendre longtemps. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur que je vais mourir ici, dans cette salle d'attente. Et je n'ai pas peur. Je ne devrais pas non plus avoir peur du fait que je sois une personne autochtone et que je dois avoir peur que le médecin chez qui dans la salle est raciste et me considère directement comme quelqu'un d'autochtone. Peu importe ce qui se passe pour moi, j'ai besoin qu'il m'écoute sans préjugés, qu'il m'écoute vraiment, profondément, avec intention et qu'il ne fasse pas de suppositions, qu'il fasse de leur mieux pour m'aider. Et cela veut dire que peut-être ils n'ont pas besoin de me donner des médicaments. Peut-être qu'ils me réfèrent chez un autre service. J'ai été référée parfois à des autres spécialistes et parfois j'entre dans la pièce et en fait, on est en train simplement d'invalider mes opinions. Ils me disent, ils font une tête, un peu une grimace et ils ne m'écoutent pas. Mais parfois, j'ai dû rester avec ces spécialistes parce que j'ai essayé d'avoir d'autres référencements ou autre part et je ne peux pas parce qu'il n'y a pas assez de professionnels peut-être. Donc, être en sécurité, c'est savoir que lorsqu'il y a un problème, vous pouvez avoir l'aide que vous méritez. Il ne faut pas se battre pour cela. Vous serez traité avec respect. Et cette personne, avec toute sa formation, pourra vous aider de la meilleure des manières. Voilà ce qu'est la sécurité pour moi. Merci d'avoir partagé cela, Samaria. Est-ce que ce n'est pas la promesse que nous voulons faire à chaque personne? Peu importe où ils entrent, peu importe la couleur de leur peau, la langue qu'elles parlent, ce qu'elles ont mangé à midi, on a besoin d'être entendu, d'être vu, d'être considéré. J'ai l'impression que il y a énormément de temps qui passe et donc maintenant on vous demandera d'aller très rapidement et de mettre en lumière un point qui vous est resté d'aujourd'hui avant de clôturer le webinaire du jour. Donc on va peut-être aller à l'inverse, on va commencer par Ben. Quelle est votre chose à retenir pour aujourd'hui? En tant que personnel de soins de santé, en entendant Samaria et Terry et leurs histoires et leurs priorités, je veux envoyer un appel à l'action chez tous les médecins, chez le personnel de soins de santé. Regardez vos préjugés. Lorsque vous entrez dans une pièce, est-ce que vous avez vraiment écouté la personne? Donc prenez cela et réfléchissez par rapport à cela. Il y a beaucoup de biais qui sont inconscients aussi. Donc avant de réfléchir sur cela, peut-être que vous ne savez pas que vous en avez. Donc je vous invite tous à le faire. Thierry, à vous? Si les familles avaient pu parler, avaient pu dire des choses, si les patients avaient pu parler, avaient pu ouvrir leur bouche simplement pour dire ce dont ils avaient besoin. Je pense qu'il est vraiment important d'écouter les voix des patients. Et donc, il faut aussi de la sécurité pour le personnel de soins de santé si nous voulons que nos patients soient en sécurité. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Je veux aussi que les voix de tous soient écoutées. Le bien-être pour le personnel de santé est vital. Ils sont souvent en situation d'épuisement professionnel, sont, ont un emploi du temps vraiment très chargé et c'est un environnement non sécuritaire. Il faut travailler pour créer une culture de sécurité dans tous les départements des soins de santé. Personnellement, je travaille avec énormément de différentes installations et différents hôpitaux. Je travaille avec vraiment tout le monde. Et nous avons
toutes ces perspectives ensemble pour créer un système qui soit sécuritaire et qui soit inclusif et qui soit robuste. Tous ensemble, nous pouvons le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut tout faire cela en même temps. Samaria, la chose à retenir, pour moi, la chose la plus importante, c'est que je ne suis pas une experte. Je ne suis pas un expert sur qui que ce soit ou sur la vie de qui que ce soit. Comme je travaille sur la santé mentale, euh, je dis à mes patients que ce sont les experts de leur vie. Personnellement, je vous accompagne dans votre parcours pour aller vers une meilleure santé et j'ai peut-être une boîte à outils que vous n'avez pas. C'est pour cela que je suis à côté de vous. Mais c'est vous qui conduisez cette voiture. Je suis simplement la passagère. Et je pense que si beaucoup d'autres personnels de soins de santé prenaient en compte cette attitude, cela changerait beaucoup les choses. Merci beaucoup, Samaria. Maintenant, j'ai cette idée, j'ai cette image dans la tête de marcher côte à côte avec le patient. On en a parlé aujourd'hui et il y a tout un tas de personnes ici dans ce webinaire et nous avons tous un rôle à jouer. Je pense que si nous étions dans une grande salle, tout le monde applaudirait. Là, c'est peut-être un peu différent sur Zoom, mais je vois quand même des applaudissements. Et merci pour tous ces messages incroyables dans le clavardage. Merci à tous, nos panélistes distingués pour vos histoires, vos contextes qui nous ont touchés. Merci d'avoir partagé vos expériences. Merci d'avoir exprimé comment et pourquoi la sécurité des patients était importante pour vous. On continue de pousser pour améliorer et graduellement, progressivement nous voulons améliorer la sécurité pour tout le monde dans le pays. Donc, un grand merci à vous tous. Merci chaleureusement à tout le monde ici. J'espère que vous avez trouvé cette session utile pour commencer la Semaine nationale de la santé des patients et de commencer cette discussion sur le mieux comprendre le préjudice. Et donc, ce n'est pas seulement une semaine. Donc, il y aura ces différents événements. Vous pouvez aussi suivre le code QR ici. On le postera aussi dans le chat. Donc, vous pouvez continuer à vous impliquer. Et si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur les informations fondamentales, les principes fondamentaux de la sécurité des patients, il y a un programme qu'on offrait avant que en personne. Mais maintenant, il y a une version en ligne et on vous invite à participer à ce programme. Et vous pouvez commencer dès que vous voulez, en français et en anglais. Et enfin, en tant qu'organisation d'amélioration, nous avons besoin de vos commentaires et donc on vous demande vos avis sur cette session. On voit qu'il y a quelques questions ici. Vous pouvez simplement faire dérouler vers le bas et que vous puissiez donc répondre à ces petites questions. Donc, avant de cliquer soumettre, veuillez faire glisser votre souris jusqu'en bas. Encore une fois, euh, un grand merci, un merci chaleureux à Terry, Ben et Samaria pour avoir partagé vos histoires, ces leçons apprises, les histoires pas faciles. Merci d'avoir participé à ce webinaire et merci aussi pour le travail que vous faites tous les jours pour améliorer la sécurité des patients. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, il est l'heure. Nous allons donc clôturer ce webinaire. On espère que vous nous rejoindrez pour nos prochains événements. Il y a toute une série d'événements qui se passent dans le pays dans son ensemble et on vous remercie encore à toute la communauté en ligne de nous avoir retrouvés, puis toute la communauté qui nous a retrouvés, oui, aujourd'hui, pour tout ce que vous faites pour la sécurité des patients. Merci beaucoup. Au revoir.